C'est à moi qu'il a été échu d'ouvrir ces 3 journées d'hommage à Étienne. Et donc je vais m'y mettre. Et merci d'être là. Et j'espère que nous allons passer 3 jours intenses, amicaux et profonds. Depuis quelques jours, à chaque fois que j'ai pensé à la façon dont j'allais introduire nos 3 journées d'hommage à Étienne Tassin, mon ami, mon collègue, celui que j'appelais parfois mon petit frère, 2 mots n'ont cessé de revenir au premier plan de ma conscience, le mot tragique et le mot destin. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'il y a eu quelque chose de tragique dans ce qui lui est arrivé le 6 janvier 2018, à lui qui, dans le maléfice de la vie à plusieurs, s'était essayé à élaborer une conception tragique de la politique, délesté, comme il l'écrit, du poids sémantique attaché à ce terme dans ses usages ordinaires ou ses interprétations romantiques. Si, comme l'indique le titre arendtien que nous avons choisi à ces journées, Étienne n'a cessé de reprendre d'une façon de plus en plus lumineuse la tâche de comprendre en quoi consiste l'action politique, ce n'est pas seulement que, comme il l'écrit en ouverture de son dernier livre, il a pu lui arriver d'avoir agi, comme il le dit, pour telle ou telle cause, en telle circonstance, avec telles autres, pour des raisons inattendues. C'est aussi qu'il a voulu, en philosophe, que sa pensée prenne directement en vue, à la façon d'Arendt, ce phénomène qu'est l'action politique. L'action politique, non pas en tant qu'elle serait l'activité d'individus dont ce serait la fonction ou le privilège pendant que d'autres auraient à s'occuper de travailler ou d'œuvrer, mais l'action en tant que possibilité ou pouvoir propre à tout être humain, même et surtout s'il est empêché statutairement de l'exercer. Comme l'écrit Étienne, on ne saurait envisager la question politique sans la rapporter à une interrogation sur la condition humaine. Mais qu'y a-t-il de tragique là-dedans ? Qu'y a-t-il dans la condition humaine qui puisse nourrir une conception tragique de la politique, et en quoi cela a-t-il atteint de plein fouet Étienne Tassin, cet homme que, situés les uns et les autres à des places différentes par rapport à lui, nous avons aimé et admiré. Il en sera souvent question pendant ces 3 jours. En politique, dit-il, les hommes agissent ensemble, et encore, la politique est affaire d'action en commun pour une pluralité d'individus, alors qu'en même temps, leurs actions, écrit-il encore, se trouvent infléchies, détournées, désorientées, en sorte qu'elles n'auront jamais in fine de sens, le sens qu'on leur prêtait au départ. S'il en est ainsi pour l'action politique, c'est que pour nous tous, dans nos vies quotidiennes, nous faisons face à la contingence des situations et à l'imprévisible de ce que font les autres, dont les trajectoires peuvent tragiquement, et pas toujours heureusement, ces trajectoires peuvent tragiquement croiser les nôtres. Et je cite Étienne, « Le destin est le nom qui rend acceptable et sensé cette contingence si difficile à assumer. » Si du point de vue politique, la vie à plusieurs recèle un maléfice, il arrive que la contingence qui fait se croiser nos trajectoires relève d'une malencontre, d'une mauvaise rencontre qui peut nous être fatale. Aujourd'hui, 1 an après, nous nous relevons un peu de la sidération qui nous a tous frappés après le 6 janvier. Nous commençons à considérer qu'Étienne laisse une œuvre, des livres et une multitude d'articles. Sans doute en avons-nous lu ou relu quelques-uns pendant l'année qui vient de s'écouler. Ils vont désormais faire leur chemin, vont rencontrer de nouveaux lecteurs dans des circonstances qu'Étienne n'aura pas connues. Il va en être largement question pendant ces 3 jours, mais si, comme pour tout lecteur et commentateur, les textes d'Étienne auront une autonomie par rapport à qui il était, pour nous tous et toutes, il continue d'être présent malgré son absence, et le lire nous renvoie souvent à des échanges que nous avons eus avec lui, à la façon dont sa pensée nous a nourris, mais aussi à des désaccords, des divergences, dont l'expression était partie prenante de l'amitié qui nous liait à lui. Et s'il est vrai que, comme l'écrit Arendt, c'est lorsque la vie s'en va que, je la cite, l'essence de qui est quelqu'un commence à exister grâce à l'histoire que cette vie laisse derrière elle,
c'est à ceux et celles qui ont connu la personne de la raconter. Ce que vont évoquer d'Étienne les personnes qui sont ici aujourd'hui, qu'elles aient été invitées à s'exprimer ou qu'elles soient dans la salle, cela va contribuer à raconter cette histoire d'une façon non linéaire, à partir des moments et des circonstances multiples de leurs rencontres et de leurs aventures avec lui. Pour concevoir les 3 journées qui nous attendent, nous avons voulu faire venir à Paris un maximum d'amis et de collègues venus des pays lointains où Étienne avait noué des amitiés et des collaborations. Ils viennent aujourd'hui d'Haïti, d'Argentine, de Colombie, d'Allemagne, du Sénégal, et encore certains manquent, comme par exemple des philosophes tchèques ou slovaques qu'Étienne a rencontrés à l'occasion de sa participation à l'association Jean Hus. Nous le regrettons, mais au moins Jacques Message est là, qui pourra les représenter, même s'il n'est ni tchèque ni slovaque. Comme vous avez pu le constater, ce programme est très chargé. Mais nous avons essayé d'en concevoir le timing en laissant des plages de temps importantes pour permettre à ceux et celles qui sont dans la salle d'intervenir, et je sais qu'un grand nombre d'entre vous l'attendent. Maintenant, quand je dis que nous avons voulu faire ceci ou cela, j'entends par là les membres de ce que nous appelons un peu pompeusement le comité d'organisation, c'est-à-dire des membres du laboratoire le LCSP, le laboratoire. Merci. Je suis habituée au CSPRP par moment, alors je t'excuse. Donc, du laboratoire du changement social et politique, qui a en partie financé ce colloque, et parmi eux, les jeunes chercheurs de l'archipel des devenirs, ce réseau de mise en œuvre de l'utopie, indispensable à ceux qui continuent à tenir qu'il y a beaucoup d'alternatives. Pour n'oublier personne de ce comité, je ne citerai personne en particulier, à part Claudia Girola, Valérie Lovitte et Rose Colincourt, qui se sont particulièrement démenées ces derniers jours pour l'organisation matérielle de ce colloque. Je voudrais citer aussi Alice Carabédian pour la fiche qu'elle a composée à partir de la photo que Catherine Chevalier nous a confiée pour faire la fiche donc de notre programme. Il me revient maintenant de remercier les institutions très généreuses et nombreuses qui ont participé au financement et à l'organisation de ce colloque. Tout d'abord, nous avons eu le soutien très généreux, à part du LCSP bien sûr, le soutien très généreux grâce à M. Fethi Benslama et à Simon Latournerie de l'Institut Humanité, Sciences et Société d'abord. Ensuite, par l'entremise de Federico Tarragoni, qui en était le responsable, par la Fabrique du politique, qui nous a permis en particulier d'acheter un certain nombre de billets d'avion, mais aussi ces fameux billets d'avion ont bénéficié de la très généreuse contribution du Bureau des Relations internationales de l'Université Paris Diderot. Ont contribué aussi à ce colloque le département des sciences sociales et des sciences sociales de l'Université Paris Diderot, grâce à l'entremise en particulier d'Azadekian, mais aussi de l'école doctorale 382, grâce à Jean-Pierre Guillambet et à Patrick Farge. Il faut aussi mentionner l'Institut Mines Télécom, mais encore l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et encore une fois, parce que je l'avais mis il est à la fin de ma liste, le laboratoire de changement social et politique, avec son binôme directorial, Marie Cuiret et Patrick Singolani. Alors, à part ça, j'ai un certain nombre de précisions à vous apporter. Ah oui, d'abord, il faut vous signaler qu'au 3e étage de la bibliothèque de l'université, vous trouverez une table avec exposés les livres d'Étienne, ainsi que des revues auxquelles il a participé. L'autre chose que je voudrais vous signaler, c'est qu'il y a évidemment quelques changements dans le programme. Alors, les changements sont les suivants. Cet après-midi,
nous devions accueillir dans la première partie de l'après-midi Blondin-Cissé, qui, en fait, pour des raisons que je ne vais pas développer, n'arrive que cet après-midi, et qui donc sera dans l'incapacité de venir au moment où il est prévu. Donc il va intervenir vendredi après-midi à 15h15, à la place de Michèle Duvivier-Pierre-Louis, qui, elle aussi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu faire le voyage d'Haïti. Du coup, Stéphane Doyer, qui devait intervenir avec Michèle Duvivier-Pierre-Louis, interviendra, lui, samedi matin. Et comme il y a déjà il y a un certain nombre de communications qui sont prévues samedi matin, nous commencerons samedi matin à 9h30 et non pas à 10h. Donc, voilà. Alors, autre chose aussi à signaler concernant cet après-midi, c'est que Anne Gléonnec est souffrante et donc évidemment ne pourra pas être là, mais elle nous a confié sa communication et elle m'a demandé de la lire, donc vous m'aurez encore cet après-midi, mais dans le rôle d'Anne Gléonnec. Autre chose, pour les intervenants qui vont se succéder à cet endroit, vous trouverez à chacune de vos places un document à signer pour autoriser la captation vidéo de nos échanges. Hein, donc c'est très important que vous remarquiez ce document et que vous le signiez. Et ce sera à rendre à Claudia ou à Valérie, ou à Claudia et Valérie et ou. Hein, qu'elle lève la main pour que tout le monde les... Voilà. Alors, dernière chose aussi dont il nous faut vous prévenir. Après l'intervention de Monique Chemillier-Gendreau, que je vais tout de suite vous présenter, la séquence de la matinée est un petit peu particulière. C'est-à-dire que nous avons repris un entretien que Aurore Mrégène a eu avec Étienne pour les archives du présent. Et nous allons projeter successivement un certain nombre d'extraits de cet entretien qui vont être commentés, discutés par des intervenants. Et comme cela risque d'être un peu difficile émotionnellement, de nous retrouver les uns et les autres face à Étienne, vivant d'une certaine manière, mais filmé. Donc il nous a paru important de vous prévenir de cela, de manière à ce que les personnes qui ne souhaiteraient pas être confrontées à ça le sachent, quoi. Alors, dernière chose enfin. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Non, je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc, comme on dit au César, je déclare ouvert le colloque consacré à l'hommage à notre ami Étienne Tassin. Et je vais tout de suite vous présenter Monique Chemillier-Gendreau. Monique Chemillier-Gendreau est professeure émérite de droit public à l'université Paris Diderot et de sciences politiques à l'université Paris Diderot. Et elle est très importante dans l'histoire de notre master parce que avec Sonia Dayan et Miguel Abinsour, elle avait participé à la confection d'un master qui à l'époque ne s'appelait pas sociologie et philosophie politique, mais sciences politiques, il me semble. Hein, c'est ça. Et c'est ensuite que cela s'est appelé sociologie et master de sociologie et de philosophie politique. Et je crois que tu as participé aussi aux activités du CSPRP. Oui. Hein, donc avec Sonia ici présente et Numa ici présent aussi, qui a lui aussi été à l'origine de ce master. Alors, Monique est non seulement professeure émérite de droit et sciences politiques,
mais elle est aussi juriste et elle a une pratique très importante devant les juridictions internationales parce que, dit-elle, cette pratique permet ensuite d'analyser le système du droit international de l'intérieur. Monique a aussi été membre du jury d'habilitation d'Étienne et les ouvrages qu'elle a publiés, dont je vais en citer que 3, par exemple De la guerre à la communauté universelle entre droit et politique, paru en 2013, mais aussi un autre qu'Étienne avait découvert plus récemment, qui est sur l'immigration, à savoir L'injustifiable, les politiques françaises de l'immigration 1995, et aussi un autre ouvrage qui a été très important pour Étienne, Humanité et souveraineté, publié par Monique en 1995. Donc, Monique, nous t'écoutons. Merci Martine, merci. J'aborde cette conférence avec beaucoup de reconnaissance pour les collègues de Paris Hydro qui m'ont proposé d'introduire ces journées. Et je le fais avec émotion parce que nous restons dans le sentiment de la perte, celle d'un ami très cher et celle d'un intellectuel qui a mené de la lumière sur le chemin difficile de la pensée. Alors, je ne suis pas philosophe, mais j'ai choisi d'interroger l'œuvre d'Étienne du point de vue de l'universel, parce que c'est l'angle par lequel son œuvre rencontre plus directement les préoccupations qui sont les miennes, d'une part autour du pouvoir et de la domination, comme concept clé de la science politique, d'autre part autour de la critique de l'organisation institutionnelle de la société internationale du point de vue du droit international. Et c'est ainsi qu'en relisant les livres d'Étienne, mais aussi un certain nombre de ses articles, j'ai réalisé à quel point la question de l'universel y était présente, même s'il n'emploie pas souvent le mot. L'universel y est présent comme pensée, par l'effet même de son approche arendtienne de l'acteur politique, qui est au cœur de sa démarche, et c'est le premier point que je traiterai. Mais l'universel est présent aussi chez Étienne par la manière dont il a creusé le sillon du cosmopolitisme, car sa pensée n'était absolument pas abstraite, il s'intéressait au monde comme il marche, et l'universel est alors présent dans son travail du point de vue de l'organisation de la société mondiale. C'est le second point que je traiterai, et c'est évidemment à ce sujet que nous avons été très proches. Il était toujours enthousiaste lorsque je lui demandais de siéger dans des jurys de thèse portant sur des questions relatives au droit international. Alors, la pensée de l'universel dans l'œuvre d'Étienne, elle est présente à travers plusieurs thèmes que je vais explorer ici. Le premier qui revient comme la trame même de la pensée d'Étienne est relatif à l'agir politique, ce concept arendtien par excellence. L'être politique est celui qui apparaît dans l'espace public sans conditions préalables liées à des facteurs identitaires quels qu'ils soient. Là est le véritable gisement de l'universel politique. Dans le livre de 2001, qu'il avait codirigé avec Michel Narcisse sous le titre « Les catégories de l'universel, Simone Weil et Hannah Arendt », il distingue les deux voies d'accès possibles à l'universel de l'humain. Ou bien l'on se demande ce que signifie d'être humain, c'est la recherche d'une essence, ou bien l'on se demande ce que font les humains et qui les révèlent comme tels. Et récusant l'unicité générique des humains, Étienne oriente tout son travail philosophique sur l'action, au sens donné à ce mot par Arendt. Aucun autre titre n'est requis pour être citoyen, je le cite, que le fait d'agir politiquement, de s'engager et de s'exposer sur la scène publique. Tous peuvent y participer, le politique est ainsi le champ de l'universalité des humains. Ce principe entraîne la déclinaison de quelques corollaires. Le premier est dans la conception que cela entraîne de la citoyenneté avec son potentiel d'égalité. La citoyenneté, comme engagement libre dans l'espace public, n'est pas un statut défini par des droits, comme on l'enseigne dans toutes les facultés de droit. C'est un mode d'action qui confère des droits en les faisant apparaître publiquement. À ce titre,
L'agir politique est un commencement toujours renouvelé. Et il accompagne l'égalité. Il ne s'agit pas d'une égalité proclamée une fois pour toutes dans un rapport social, comme cela a pu être fait avec l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous le rappelle, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Non, ça n'est pas cela. Il s'agit d'une manifestation d'égalité. Elle rend l'égalité présente et non à venir, car elle est dans le déroulement même de l'action. Il ne s'agit pas d'imposer l'égalité par la force, ce qui peut être d'une extrême violence. Il s'agit de permettre la manifestation de l'égalité, c'est-à-dire d'ouvrir la possibilité des luttes pour l'égalité. Le second corollaire du principe de l'agir politique est dans le fait que le citoyen qui apparaît dans l'espace public y est un acteur. Et Étienne, dans son dernier ouvrage, celui de 2018, « Pourquoi agissons-nous ?», travaille ce terme d'acteur. Ce terme désigne celui qui agit et qui se trouve donc être la source et la cause de l'action. Mais dans l'analyse politique ordinaire, l'acteur présuppose qu'il existe un sujet et que celui-ci, pour agir, est répondu à une intention préexistante à l'acte. Et cela est nécessaire d'un point de vue juridique dès lors qu'il faut imputer un acte à un sujet pour mettre en action la responsabilité. Mais pour ce qui est du politique, Étienne propose une autre perspective. Il faut se demander, dit-il, ce que l'action fait à l'acteur. Et il propose de passer par l'action théâtrale pour penser l'action politique. Venue, autant que je sache, tardivement dans ses travaux, cette perspective ouvre des voies lumineuses à la compréhension de l'agir politique. On comprend alors que toute scène est un espace de transformation. C'est le lieu où l'acteur va procéder à une mutation de lui-même. Et se référant à Diderot dans le paradoxe du comédien, Étienne montre comment l'acteur, partant de la nécessité imposée par le rôle, ne limite pas, mais s'en émancipe. Et il cite Louis Jouvet, qui disait « En sortant de soi, l'on fait l'épreuve de ce que l'on est ». Il y a donc des identifications de soi pour mise au service du public. Et à partir d'une figure concrète et singulière, celle de l'acteur, un monde s'instaure. Et la communauté naît du fait que l'interprétation crée du lien, celui de l'adhésion à l'interprétation, mais aussi de la division, le conflit des interprétations. Mais précisément, en politique, il y a conflit entre les interprétations du monde selon les acteurs. Et ceci nous amène à un autre thème qui a à voir avec l'universel à propos de la conception arendtienne de l'agir politique, celui posant la conflictualité comme nécessaire. Étienne écrit à ce sujet « L'interprétation du monde lie dans les divisions du monde qu'elle produit ». Il souligne que dans le religieux, il n'y a pas de conflit d'interprétation. On comprend le propos puisqu'il y a un pape ou un imam pour imposer aux croyants une interprétation, la leur. La conflictualité qui est au cœur de la conception du rapport politique fondé sur la liberté chez Étienne se situe entre deux modalités différentes qui sont l'une et l'autre destructrices de cette liberté. La conflictualité est la conséquence inévitable de la pluralité. Mais Étienne prend soin de souligner la différence entre cette pluralité et le pluralisme. Ce dernier, sous la reconnaissance de la diversité, sert en réalité des politiques consensuelles à travers l'exigence purement formelle imposée au régime politique de garantir le multipartisme. Et cela va jusqu'à l'unanimisme par lequel on dépolitise les démocraties lorsque, sous l'effet d'actions terroristes, par exemple, les dirigeants invoquent l'unité nationale pour renforcer l'état d'urgence. Or, nous rappelle Étienne, la loi de la Terre est celle de la pluralité des êtres qui la composent, pluralité au sein de chaque personne, pluralité des individus entre eux, pluralité des groupes qu'ils forment, pluralité des communautés politiques aujourd'hui nommées États. Telle est la quintessence de la condition humaine.
toute réduction de la pluralité à un, que ce soit le un de chaque État dans la division actuelle des terres habitables, ou le un de l'humanité, est un tort. C'est la réduction de la pluralité à une unité qui blessera nécessairement les parties et correspond exactement à toute entreprise de domination. Pour maintenir l'universel comme tel, il est indispensable de préserver la pluralité et la conflictualité qu'elle engendre. Le peuple doit être compris comme une pluralité libre et non comme un sujet souverain voulant. Il n'y a pas de peuple au sens politique de ce mot qui soit une entité homogène, car l'action politique ne repose sur aucune solidarité biologique ou culturelle. Dans leur fondamentale égalité, les citoyens se distinguent entre eux par ce qu'ils font. Là réside leur singularité. Et si la conflictualité est au cœur du politique, elle s'y distingue de la guerre. Certes, le rapport politique est marqué de violence, celle qui provient de la division du social et du conflit proprement politique. Mais Étienne reprend la distinction entre polémos, la guerre contre les étrangers, et stasis, la discorde au sein de la société. La violence politique réelle n'est pas la force. Et les conflits politiques ne sont pas belliqueux. Récusant Clausewitz et l'idée que la politique serait la poursuite de la guerre par d'autres moyens, Étienne met en opposition la violence des relations guerrières et la conflictualité des rapports politiques. La violence guerrière vise la destruction de la partie adverse, alors que dans le rapport politique, si l'on souhaite une victoire, celle-ci, je cite Étienne, exige pour être réelle que les forces opposées persistent dans l'opposition, qu'elles continuent d'exister et de s'exprimer. Cette insistance sur la distinction entre le conflit guerrier et la conflictualité politique est au cœur de la conception de l'universel. Le conflit guerrier, en visant la disparition, l'anéantissement de l'adversaire, vise en même temps à confisquer l'universel à son profit. Or, l'universel doit rester un lieu vide, comme le montrait Ernesto Laclau dans son essai « La guerre des identités », le lieu où se déploie la conflictualité dans un espace politique qui ne peut pas être un espace guerrier. Un autre thème qui introduit à l'universel dans la pensée d'Étienne Tassin est celui des droits de l'homme. Le dilemme posé par Hannah Arendt est bien connu. Aucun État ne reconnaît l'être humain en général comme citoyen. Chacun reconnaît comme ses citoyens ceux qui bénéficient de sa nationalité et font partie de la communauté nationale. Dès lors, un être humain privé de la protection de son État, ou d'un autre État qui s'y serait substitué, ne peut plus en appeler qu'aux droits de l'homme, et non à ceux du citoyen, et ne bénéficie donc plus d'aucune protection juridique. Le problème analysé par Hannah Arendt, qui était confrontée à la question des apatrides pendant la guerre, reste aujourd'hui entier. Et ce problème justifie les combats de ceux qui militent pour la création d'une Cour constitutionnelle internationale qui obligerait les États à se conformer aux textes internationaux sur les droits de l'homme qu'ils ont signés et ratifiés, alors qu'aujourd'hui, ces droits ne sont justifiables sur le territoire d'un État qu'aux conditions que cet État pose à leur attribution. Étienne Tassin fait remarquer à ce sujet que les droits de l'homme réputés universels, puisque le qualificatif d'universel est dans l'intitulé même de la Déclaration de 1948, n'ont en réalité aucun contenu effectif par eux-mêmes. On est induit en erreur à ce sujet par les interprétations dans lesquelles on a fondé les déclarations en leur donnant un fondement naturaliste ou individualiste ou anthropocentrique ou autre. Il reste un paradoxe au terme duquel les droits sont réputés naturels et indépendants de la citoyenneté, mais les hommes en sont privés dès lors que les États les privent de leur citoyenneté. Le contresens de notre époque tient à ce que la citoyenneté est octroyée par l'État et amalgamée à la nationalité.
et cela crée les sans-droits, ceux qui sont exclus de l'ordre du droit. Ils sont alors exclus du monde commun des hommes. Il faut que tous les hommes se reconnaissent entre eux comme citoyens pour exister comme humains. Non pas citoyens de tel ou tel pays, mais citoyens, parce que leurs droits ont été universellement déclarés. Il s'agit, explique Étienne, de sortir les droits de la dépendance des systèmes de droit positifs. Les droits de l'homme comme citoyenneté excèdent la seule citoyenneté nationale. Le fait que la perte des droits puisse advenir démontre que les droits de l'homme et du citoyen n'ont de consistance qu'en raison d'un droit plus fondamental d'avoir des droits. Car, souligne Étienne, les hommes n'ont de droits que parce qu'ils en ont ainsi décidé. Et sur ce sujet, son approche du politique est entièrement axée sur l'universel. Le monde, écrit-il, n'est pour les mortels une demeure que s'il est un havre politique et pas seulement un réconfort culturel ou moral. L'humanité des hommes n'a d'autre fondement que le droit qu'ils se reconnaissent d'avoir des droits et d'exiger qu'on les honore. Et il cite Jefferson, le président américain, qui disait que les droits sont une vérité évidente. Mais la vérité n'est vraie que pour ceux qui se la sont appropriés. Et cette reconnaissance des droits vaut promesse. En déclarant les droits, les hommes se promettent de se reconnaître mutuellement comme des êtres humains porteurs de ces droits, mais ils se promettent surtout de ne jamais renier cette promesse, de toujours respecter en l'autre son droit d'avoir des droits. Ce droit d'avoir des droits n'est pas lui-même énoncé dans les déclarations, mais il est la condition d'une humanité politiquement instituée, fondée sur la liberté de tous. Alors c'est par le truchement de la question du droit d'avoir des droits qu'Étienne en vient à la question des étrangers et au refus de cette blessure faite à l'universel que de leur dénier les droits. Il n'y a pas de monde commun possible sans la reconnaissance des étrangers. Il remarque en effet que le droit fondamental, qui est la condition de tous les droits, est le droit d'asile, qui n'est pas le seul droit de l'hospitalité au sens de Kant, mais qui se trouve être le nom propre du droit d'avoir des droits, celui, je cite encore Étienne, d'appartenir à une communauté politique qui reconnaisse et garantisse mon existence d'être humain en raison de mes actions et de mes paroles et non de ma seule identité culturelle. Toute la question de la politique moderne dans le mouvement actuel du monde est donc la réinscription des exclus au sein d'une communauté d'êtres humains porteurs de droits. Le lien humain anthropologique ne constitue pas le lien humain au sens politique, car celui-ci ne doit pas s'instaurer en laissant une part de sans-droit, ce que Rancière appelait les sans-parts. Analysant les politiques européennes et la privation de droits infligés aux étrangers et bloqués aux frontières de l'Europe, Étienne remarque comment ils sont privés d'identité, mais aussi de visibilité. Ils sont interdits de révéler qui ils sont. Et cette abstraite nudité de ceux qui ne sont rien est proprement inhumaine. Il dénonce alors ce qu'il nomme d'une formule choc dans un de ses derniers articles, la maladie des nations. Et il insiste sur l'hospitalité, qui est l'institution d'un lien qui prévient la guerre et instaure les conditions de la paix. Elle est elle-même la condition première d'un monde commun. Alors un monde commun, j'en viens à ce second point, un monde commun vu comme une cosmopolitique. Étienne était très attentif à la marche du monde, et notamment à la question du dépassement du cadre stato-national. Il avait suivi de très près la guerre des Balkans dans les années 90, et il s'interrogeait sur la pertinence des institutions, que ce soit les institutions nationales ou internationales, celles de l'Europe ou celles qui se veulent universelles à travers le système des Nations Unies. Et il reprenait les questionnements d'Arendt, je le cite, « Comment l'action commune peut-elle se survivre et s'institutionnaliser sans se trahir ?» Ou encore, comment la précarité de l'action peut-elle donner naissance à une communauté durable ?
comment la dimension insurrectionnelle de l'agir ensemble peut-elle s'accomplir dans une constitutio libertatis. Mais surtout, Étienne s'interrogeait sur la possibilité d'une cosmopolitique dans un monde induit par la globalisation. Alors, je vais partir ici des communautés politiques réduites pour aller vers la question de l'universel, en repérant avec Étienne d'abord les différentes formes de domination, puis ensuite l'exigence d'une cosmopolitique. Si l'universel est accessible par l'agir politique ouvert à tous, c'est d'abord au sein des communautés partielles, dites aujourd'hui communautés nationales. C'est là qu'il faut en analyser les conditions. Récusant les politiques nationalistes et souverainistes, Étienne voyait 3 obstacles à une compréhension et à un exercice de la responsabilité politique dans le monde d'aujourd'hui. Identité, souveraineté, sécurité. Il dénonçait la fixation fantasmatique sur ces questions comme cause des catastrophes que connut le XXe siècle. Il analysait l'impasse à laquelle mène l'idée du peuple souverain à travers la volonté générale. Et dans la formule lapidaire d'une de ses interventions, « le peuple ne veut pas », il dénonçait cette fiction aux effets pervers. En installant le peuple comme sujet souverain voulant, en lui attribuant une identité unique, cette fiction gomme le peuple pluriel, auteur de sa liberté politique. La volonté unificatrice qui préside à la souveraineté est contraire à la pluralité émanant de la singularisation des acteurs dans l'espace public. Et la notion d'espace public est ici essentielle, mais c'est un espace d'action et non d'identification. Étienne oppose le bien public et le bien commun. Il remarque que le premier conditionne la paix, alors que le second peut conduire à la guerre. Car le premier, le bien public, est ouvert, et le second, le bien commun, est fermé sur une communauté particulière. Ainsi, Étienne, en situant le politique ailleurs que dans les liens identificatoires, le place-t-il à quelque échelon qu'il se joue, y compris les échelons les plus restreints, dans l'orbe de l'universel. Mais l'espace public, même dans des sociétés réduites, la commune ou la région, est le lieu de l'action politique dans l'horizon du monde. Il faut donc mettre en résonance, l'une par l'autre, la politique intra-étatique qui vise le déploiement d'un monde commun en son sein et la cosmopolitique qui vise le déploiement d'une communauté au niveau du monde par une intersection des mondes vécus. Vient alors l'observation d'une société aujourd'hui mondialisée et la question comment aller vers une mondialisation sans domination dans laquelle puisse se jouer à ce niveau l'agir ensemble des acteurs. À ce sujet, Étienne distingue la domination totale, celle du totalitarisme, et la domination globale. Il introduit par ailleurs la notion de domination radicale et celle de domination intégrale. Un mot sur chacune de ces catégories. Il a raison de ne pas confondre le totalitarisme des régimes ayant pratiqué le nazisme ou le fascisme avec la globalisation uniformisante d'aujourd'hui. Il insiste pour que l'on distingue la domination totale qui a caractérisé les premiers des autres formes. Le totalitarisme déploie une forme spécifique de domination et de destruction des expériences de la pluralité. Les humains sont réduits à un corps politique homogène et unifié. La vie est réduite à la survie, comme ce fut le cas dans les camps. Et cette domination totale n'avait pas d'ambition planétaire. Le nazisme cantonnait l'expansion vitale aux limites du Reich. Et le régime des Khmers rouges, expérience plus récente de la domination totale au Cambodge, n'avait pas de visée expansionniste, en tout cas pas de niveau mondial. La domination globale, actuellement à l'œuvre dans nos sociétés, est d'une toute autre nature. Contrairement à certaines analyses, elle n'est pas une forme atténuée du totalitarisme. Il y a une domination spécifique exercée de nos jours par la colonisation capitaliste de toutes les sphères de la vie sur tous les continents.
Elle est une globalisation et non une mondialisation. Étienne y insiste. Les perspectives d'une mondialisation politique pourraient être porteuses d'une promesse de monde, alors que la globalisation réduite à une activité économique intégrée à l'échelle du globe tend à détruire le monde. La soumission générale à la loi du marché unifie les conduites et les comportements et détruit radicalement la pluralité. Elle instrumentalise les États et leurs appareils policiers à son service, et de toute façon, il y a acosmisme. Cette domination du monde, elle est aussi active dans ce que Tassin désigne sous le nom de domination radicale, celle de caractère technoscientifique, qui s'exerce sur les conditions constitutives de l'humain à leurs racines, et prétend, sous couvert de progrès techniques, les soustraire à leurs conditions d'êtres humains situés dans la contingence du monde. Enfin, Étienne met à part ce qu'il nomme la domination intégrale, celle qui use de la terreur comme arme politique. Celle-ci trouve son ressort dans le fondamentalisme, mais surtout dans ce qui est aux origines de celui-ci, à savoir l'intégrisme. Ce dernier consiste à transposer sur la scène publique des principes d'ordre moral et religieux destinés à la sphère privée. Quelles que soient ces formes de domination, elles ont en commun de défaire le monde en éliminant les divisions. Elles sont des captations de l'universel au profit d'un élément de la pluralité, laquelle est anéantie sous l'effet de la domination. Sophie Bessis avait montré dans un livre récent comment se faisait cette confiscation de l'universel au profit du fondamentalisme religieux ou marchand. Et Étienne ressentait avec force la nécessité de penser le monde à partir de la division, ce qui l'amenait à une cosmopolitique. Car la question est comment faire que le monde soit l'horizon de l'agir politique, comment déboucher sur une mondialisation sans domination, comment garantir la pluralité à l'origine des divisions sans aller vers la guerre. Étienne distingue les sources de l'idée cosmopolitique. Il y a le cosmopolitisme dans lequel l'individu se reconnaît partout chez lui, mais c'est au risque d'un 1 au niveau mondial, étendu à la dimension du tout et réducteur de la pluralité. Autre chose est l'idée d'une cosmopolitique dans laquelle chacun est étranger, mais dans le cadre d'une hospitalité universelle sur fond de pluralité. Cette prise en compte de l'universel au niveau mondial pose inéluctablement la question de l'organisation de l'universel. Le point de départ reste le même. Étienne appelle cela « prendre les choses par le bon bout ». C'est une expression qui revient beaucoup dans son dernier ouvrage. « Prendre les choses par le bon bout ». Il s'agit de penser le monde commun comme intersection des mondes vécus dans leur pluralité et leur conflictualité. Et il s'appuie sur la citation de Diderot, extraordinairement illustrative, « prendre le froc du pays où l'on va et garder celui du pays où l'on est ». Comment être en même temps citoyen d'un État et citoyen du monde. Le monde désigne le foyer commun autour duquel se déploie chaque communauté. Et une cosmopolitique permet une politique du monde au regard des communautés plurielles qui le constituent. Mais Étienne identifie avec lucidité comment la guerre, à l'époque de la dissuasion nucléaire, est un obstacle insurmontable à toute cosmopolitique. Jean-Pierre Dupuy disait récemment qu'avec la dissuasion nucléaire, nous sortons de la condition humaine. C'est que la guerre a cessé d'être une alternative à la recherche d'objectifs que l'on pourrait aussi atteindre par des pourparlers, comme un changement de frontière ou un débouché commercial. Elle est le moyen d'obtenir l'anéantissement complet, la disparition de l'adversaire. Dès lors, les luttes sont des luttes pour la vie ou la survie, ou encore des luttes pour s'emparer du pouvoir de domination, nommé souveraineté.
elles ne sont plus des combats pour la liberté. Et Étienne s'appuie sur la critique de la souveraineté d'Arendt. Si les hommes veulent être libres, c'est précisément à la souveraineté qu'ils doivent renoncer. Il est alors à la recherche des agencements institutionnels politiques qui pourraient garantir la pluralité. C'est évidemment à l'Europe qu'il en vient. Et à ce propos, il cite Husserl, qui, avant la Seconde Guerre mondiale, disait que la philosophie avait donné naissance, sous le nom d'Europe, à une humanité supranationale. Car dans cette Europe spirituelle se trouvait le gisement d'une universalité différente de la juxtaposition des nations diverses. Mais il y a eu des aveux, c'est le titre d'un des chapitres du livre d'Étienne, le dernier. En passant de l'Europe spirituelle à l'Europe politique, on a perdu ce que Jan Patočka nommait le souci de l'âme. C'est le constat que fait Tassin lorsqu'il souligne comment l'Europe est née au sein de la résistance au nazisme, comme une réponse cosmopolitique dans le projet de dépasser le cadre stato-national, mais comment elle reproduit aujourd'hui les pratiques régaliennes, policières, biopolitiques qu'elle avait combattues. Et il note avec une amère lucidité, je le cite, que les nations sont l'invention tardive d'un monde malade, que les assignations résidentielles et identitaires ont divisé et condamné aux guerres communautaires. La grandeur de la communauté européenne aura été de tenter, au sortir de 2 guerres mondiales, de remédier à cette maladie, mais l'Union a contracté la maladie dont elle espérait guérir. L'échec de l'Europe, en même temps que le déploiement des dominations sous leurs diverses formes, montre comment il faut reprendre à nouveau frais la question d'un monde commun. Celui-ci se circonscrit à l'intérieur d'une communauté particulière, mais l'expression vise aussi le monde commun à la pluralité des communautés. C'est alors qu'il faut opposer à la planétarisation des marchés et des modes de vie une authentique cosmopolitique fondée sur le lien en chacun d'entre nous entre être citoyen d'un État et citoyen du monde. Car il ne s'agit pas de faire du fédéralisme en transposant la domination et la souveraineté à une échelle géographique supérieure, ni de faire du cosmopolitisme en dissolvant les communautés particulières dans une communauté plus large. Il faut garantir la pluralité des mondes dans un monde commun, et cela suppose des institutions. La faillite des Nations Unies, dans lesquelles l'universel a été confisqué sans vergogne par les grandes puissances, appelle une urgente imagination. Étienne a montré par son œuvre qu'il en avait une conscience aiguë. Et je dirais en conclusion, sans m'y attarder parce que je crois que j'ai été trop longue, qu'Étienne avait ajouté à son souci théorique pour l'universel une pratique personnelle remarquable. En effet, dans les dernières années de sa vie, avant qu'il ne nous soit enlevé tragiquement, il s'était engagé totalement dans les combats militants pour les sans-parts, notamment les réfugiés et les sans-papiers. Il avait ainsi assuré la cohérence entre son travail de philosophe et sa vie d'acteur politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monique, pour ce lumineux exposé de la pensée d'Étienne dans ses grandes articulations. Et moi, je crois qu'on va quand même, même si nous sommes là très pressés par le temps, parce que la séquence d'après va être extrêmement copieuse, mais je voudrais quand même, pour que vous puissiez déjà rentrer dans le colloque, prendre une ou deux questions, une question peut-être, et puis ensuite nous ferons la pause. Et nous reprendrons le colloque. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose après ce que Monique a dit? C'est ce que vous voulez. Donc je vais faire une intervention sur votre présentation, mais en même temps en adressant une question à Étienne, en fait. Lorsqu'il récuse la question de la souveraineté populaire,
disant le peuple ne doit pas être souverain, en disant aussi que le peuple doit être une pluralité agissante. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'agissent pas? Est-ce que ce sont des personnes inutiles, ce qui n'aurait pas été prêt à dire, mais précisément en parlant des sans-papiers, en parlant des personnes qui ne peuvent pas apparaître, qui ont de grandes difficultés à apparaître, comment est-ce qu'on fait pour les réintégrer dans une forme de collectivité politique? Et derrière, il y a aussi la question de sur quoi repose la démocratie s'il n'y a pas de peuple souverain, s'il n'y a pas une collectivité qui, en effet, peut prendre des décisions coercitives pour l'ensemble de la collectivité, étant entendu évidemment que toutes les personnes qui ont participé à la décision doivent s'y tenir. Nous voilà déjà dans le vif du sujet. Monique, voudrais-tu réagir? Oui, alors il y a des quantités de choses dans ce que vous venez de dire. La souveraineté, je suis moi-même extrêmement critique de la notion de souveraineté. Il ne faut pas confondre la souveraineté et les compétences. Il est normal qu'il y ait des attributions de compétences dans une société. Que le peuple soit souverain, c'est une expression générale, je dirais. Par contre, la souveraineté en tant que concept juridique et politique, c'est quand même le pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. C'est ça que dénonce Hannah Arendt, c'est-à-dire que c'est un pouvoir dans lequel on a homogénéisé de force, par une pression idéologique, un groupe d'individus. On les a homogénéisés, on leur prête une volonté commune, ce qu'Étienne récuse, le peuple ne veut pas, et on les prétend les coiffer de la souveraineté. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien au-dessus du pouvoir qu'ils détiennent eux-mêmes. En réalité, cela qui est défendable, alors je ne sais pas ce qu'en dirait Étienne, dire que le peuple est souverain, c'est défendable si on veut dire qu'il est libre. Mais ce n'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire qu'il est souverain parce que, dans l'histoire, notamment dans l'histoire de la France, à partir de la souveraineté populaire telle qu'elle a été proclamée à la Révolution, on a glissé vers la souveraineté nationale, la maladie des nations, mais surtout à l'époque moderne, on a transformé ça en une norme juridique, qui est la souveraineté de l'État, garantie par la Charte des Nations Unies. Et la souveraineté de l'État, ça veut dire le pouvoir aux mains de ceux qui représentent le 1 du peuple prétendument homogène, c'est-à-dire la classe politique, et ça leur confère, la souveraineté confère des immunités. Donc, tout ça est évidemment une piste erronée. C'est là-dessus qu'Étienne travaille et qu'il critique. Alors, par quoi remplacer cela? Je crois qu'on peut garder l'idée de la souveraineté populaire si on prend soin de dire que c'est simplement la reconnaissance de la liberté. Mais il faut le préciser parce que ça n'est pas évident dans le langage courant. Et quant à la réinscription des exclus, là, je n'ai pas personnellement de réponse. C'est évidemment très difficile parce que ceux qui ne se présentent pas comme acteurs politiques, bon, qu'est-ce qu'on en fait? En même temps, c'est une attitude politique, celle-là. C'est ça le maléfice de la vie à plusieurs.